Vous étiez aux côtés de l'ancien président dès les années 60 au sein de la Convention des institutions républicaines. Vous l'avez suivi au Parti socialiste au moment du congrès d'Épinay. Et pourtant, vous m'avez dit un jour que vous n'aviez jamais accompagné à Solutré, pas plus avant le 10 mai 80 qu'après. Vous faites pourtant de sa garde rapprochée, me semble-t-il. Vous connaissez les micros, comment ils montent celui-là? Bon. Non, c'est une image qui n'est pas pertinente. Plusieurs de ceux qui sont dans cette salle ou sur cette scène, de ceux de scène, nous avons participé à une aventure extraordinaire qui a conduit, en fin de compte, à l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, mais qui a commencé pendant 15 ans par un travail politique assidu, organisé, systématique, méthodique. Et alors parler de garde rapprochée, ça c'est des images de films de bande dessinée. Non. Non, nous étions des militants politiques, nous avions un projet politique qui consistait à faire revenir à gauche le gouvernement de la France, si c'était possible. On m'entend pas, je peux recommencer. Non, moi j'aime pas tenir un micro, je suis pas un professionnel de la micro là. Si on n'entend pas, tout ce que j'ai pu dire n'a pas été entendu. Alors pourquoi c'est dit que ça n'entend pas? C'est parce que c'est retransmission. Monsieur le maire, vous vous moquez de moi là. Donc il ne s'agit pas de garde rapprochée. Il s'agit d'une organisation politique, systématique, pas militaire, mais avec quelque chose de commun avec l'organisation militaire. C'est que, vous n'étiez peut-être pas né, mais en 1965, Mitterrand, par des circonstances extraordinaires, s'est trouvé devenir comme ça, le candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la SFIO, qui était totalement délabrée, n'avait plus de candidats sauf Defer, et que Guy Mollet détestait tellement Defer qu'il voulait tout sauf Defer, que les radicaux, Mendès France, ne voulaient pas être candidats à l'élection présidentielle, que les communistes ne souhaitaient pas tellement se compter dans cette élection. Et c'est comme ça que Mitterrand s'est introduit dans un débat politique incroyable. Moi, j'étais à l'époque professeur en Amérique latine, je suis revenu d'Ardar, et on a fait la campagne pour faire élire, non pas pour faire élire Mitterrand, pour faire voter le maximum de gens parmi ceux qui avaient voté contre la Constitution de 58, contre la modification du scrutin de l'élection présidentielle en 62. Presque la moitié des Français ont voté contre l'élection au suffrage universel. Presque la moitié. Et on était tous mobilisés pour faire élire un candidat de la gauche, pas Mendès, alors Mitterrand, qu'on ne connaissait pas tellement, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le ballotage a été un ballotage. Au début, Mitterrand a dit, moi, qui ai mis De Gaulle en ballotage. Je lui ai dit plusieurs fois, mais non, vous n'avez jamais mis De Gaulle en ballotage. C'est Le Canuet qui a mis De Gaulle en ballotage. Si Le Canuet n'avait pas été là, Mitterrand a profité du ballotage. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il s'est trouvé au deuxième tour. Au deuxième tour, tout d'un coup, nous, on n'a jamais cru qu'il allait être en ballotage au premier tour. On pensait que De Gaulle serait élu du premier coup. Et puis Mitterrand, quand il s'est trouvé au deuxième tour, il a été comme si d'un coup il avait été peinturluré dans l'autre chose. Parce qu'il s'est dit, non, on ne pensait pas gagner, mais il avait cette responsabilité pour toute une partie de la France d'être celui qui incarnait la gauche. Quelle gauche? Bien celle que nous avions l'ambition de construire, et ce qu'on a fait après, quand on a créé le nouveau Parti socialiste à Épinay en 1971, et que nous avons progressé comme si Mitterrand avait planté des jeunes arbres un peu partout. Mitterrand aimait beaucoup les arbres. Dans le Morvan, il aimait les feuillus. Dans les Landes, il aimait les résineux. Il se battait ici contre les résineux, mais il les plantait c'était une de ses contradictions, il y en avait quelques-unes comme ça. Bon, ben. Et Mitterrand, il nous a implanté, où? D'abord dans les départements, la carte des départements où De Gaulle avait été en difficulté. En 1958, la carte des départements où, en 1965, il avait profité
du mouvement populaire, etc. On avait une carte d'état-major. C'est là qu'il fallait s'implanter. Et la Saône-et-Loire, il y a un journaliste du Figaro qui a écrit imprudemment, il y a quelques jours, elle est dans la salle, qu'elle se demandait pourquoi le Creusot. Alors pourquoi le Creusot? Je vais vous le dire, moi, pourquoi le Creusot. Camille Dufour, le voilà. Le Creusot était une vieille ville industrielle depuis le 19e siècle, c'était la ville des Schneider. Et le Creusot avait un maire de droite, M. Lacagne, et on avait juré que parmi les victoires qu'on allait avoir, il y aurait le Creusot. Il y a eu le Creusot. Et puis il y aurait Autun. Il y a eu Autun. La Saône-et-Loire est un département d'expérimentation de Mitterrand. Il m'a parachuté un beau jour ici, un beau jour là. J'ai été aussi élu député. Partout, à travers la France, où il nous emmenait, où il allait, ça a été vrai pour toi, pour d'autres, pour eux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il implantait. Ça a duré des années. Voilà pourquoi ce n'est pas du tout une question de garde rapprochée, c'est une question de stratégie politique collective qui a consisté à faire trois choses. Premièrement, à rassembler la gauche socialiste avec le congrès d'Épinay. Deuxièmement, à annoncer que oui, nous avions une stratégie d'union de la gauche. Oui, nous souhaitions élaborer un programme commun. Pour être commun, il faut qu'on soit au moins deux. Et trois, oui, il y aura des ministres communistes au gouvernement. C'était la question qui était posée. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est un travail qui a été un travail politique méthodique, pas du tout empirique, méthodique, et qui a gagné parce qu'il y avait des gens. Aujourd'hui, depuis quelques années, qui plante à gauche, qui arrose, qui fait progresser. Je ne dirais pas suivre mon regard, ça pourrait être mal pris. Mais ce qui s'est passé historiquement est une leçon intéressante pour l'avenir. Bien sûr que le rassemblement des forces populaires a lieu quand une organisation puissante d'hommes et de femmes décidés tient la route pendant 15 ans, ou 20 s'il le faut. Et voilà pourquoi le Creusot, madame? Pour ça. Mais pour lui-même, la Bourgogne était un terrain d'expérimentation. Lorsqu'il s'est présenté en 1946 dans la Nièvre, c'était quelqu'un qu'il connaissait, qui s'appelait Henri Queuille, qui l'a poussé à venir se présenter en Bourgogne. Et il a dit à un Nivernais, mais il y a un jeune homme qui me semble avoir de la valeur, il ira loin, est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour lui dans ton département? Donc pour François Mitterrand aussi, c'était une expérimentation, bien avant vous, bien sûr. J'ai connu Queuille. Et mon père avait sur Queuille les mêmes opinions que Mitterrand. Queuille était un radical centriste ramollo qui a été au gouvernement sans interruption pendant des années. Mitterrand, qui était un personnage, un maître d'organisation, avait commencé à savoir ce que c'est qu'organiser des hommes, puis là il n'y avait que des hommes, dans le camp de prisonniers. Mitterrand a été prisonnier de guerre comme des dizaines de milliers de Français, sauf que lui, il s'est sauvé une première fois, il était repris par les Allemands. Une deuxième fois, il était repris par... 3 fois, je crois, Gilbert, non? 3 fois. Et quand il est fini par réussir à être en France, à s'installer, il a pensé que ce n'était pas une mauvaise idée d'essayer d'organiser les prisonniers de guerre ou anciens prisonniers de guerre qui avaient fait l'expérience de la captivité et qui n'étaient pas forcément de gauche à l'origine, mais qui étaient contre l'occupation de la France par l'Allemagne. Moi, j'étais enfant pendant la guerre. Moi, j'ai fui devant les troupes allemandes. Pendant l'exode, j'ai été mitraillé par les Allemands comme des centaines, comme des milliers de familles françaises. Mitterrand, il avait l'expérience de la guerre courte et de la captivité qu'il a abrégée en se sauvant. Et donc, il a appris qu'organiser les hommes, c'est leur donner des objectifs, choisir ou aider des cadres à se créer, faire respecter la majorité. Il a commencé à faire ça dans les camps de prisonniers, à rétablir l'ordre dans ce camp de prisonniers, pour que la bouffe ne soit pas distribuée uniquement aux plus costauds, par une garde rapprochée peut-être, mais en fonction de règles équitables. Voilà comment il a appris ça. Après qu'il ait utilisé Queuille pour cueillir une circonscription qui n'était pas gagnable d'ailleurs à ce moment-là, c'est possible, mais vous savez, c'était les vestiges de la Troisième République qu'il avait connus comme étudiant plus que comme militant. D'accord. Mais maintenant, si vous voulez remonter avant Queuille, on peut. On va s'arrêter mais là. Je suis le seul ici à pouvoir vous en parler. Bien. Lionel Jospin, qu'est-ce que vous retenez des 2 septennats de François Mitterrand? Qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles sont les lois qui sont les plus importantes à vos yeux? Je vais prolonger ce qu'a dit Pierre Jox.
Si, merci. C'est d'ailleurs Pierre Jox qui est allé vous chercher pour rejoindre le PS en 71. Si nous sommes réunis ici, la veille même du 40e anniversaire du 10 mai 81, c'est parce que nous sommes aussi, non seulement au Creusot, mais dans une région que François Mitterrand a aimée et illustrée. Ceux qui sont dans cette table ronde ne sont pas des politologues chargés de faire le bilan de François Mitterrand ou des historiens retraçant l'ensemble d'une vie, puisque c'est le titre de la table ronde, François Mitterrand, le récit d'une vie et d'une élection. Nous sommes des compagnons, nous avons tous été à un moment ou à un autre des compagnons de François Mitterrand, Gilbert ayant la qualité particulière d'avoir été un fils avant de devenir aussi un compagnon. Et nous avons tous accompagné Mitterrand, Jox nous y ayant précédé, dans la dernière période, sous la Ve République, du parcours fécond d'un grand leader et d'un chef d'État. J'ai choisi, moi personnellement, d'évoquer 3 temps et sous 3 angles du parcours de François Mitterrand. Le premier temps, il va de 1971 à 1981, et j'y ai vu le premier secrétaire du Parti socialiste reconstruire une grande formation politique avec pour objectif de réaliser l'alternance en conquérant le pouvoir. J'avais redécouvert François Mitterrand en 1965 lorsqu'il avait rassemblé une coalition de gauche et mis, avec l'aide de Le Canuet, précision, de Gaulle en ballotage, et j'avais naturellement voté pour lui. Mais je le rencontre pour la première fois après 1971, quand j'adhère au Parti socialiste dont il vient de prendre la tête. Et après l'effervescence inaboutie de 1968, ce politique brillant, jusqu'ici plutôt familier de cercles restreints, même si la Convention des institutions républicaines avait déjà pris de la vigueur, fait le choix de structurer la gauche, ou plus exactement de construire une grande force politique capable de structurer la gauche, et il a l'intuition que celle-ci ne peut se forger que dans le creuset du socialisme démocratique. Dès 1971, comme simple militant, puis à partir de 1973, quand je rejoins le secrétariat du Parti socialiste, Pierre Jox, voulant se consacrer pleinement à son tout récent mandat de député de Saône-et-Loire, quittant le secrétariat à la formation et ayant suggéré à François Mitterrand de me retenir moi, qu'il avait simplement connu au groupe des experts. Je vois François Mitterrand diriger le PS. Il conduit sa direction, il est présent chaque semaine longuement dans le secrétariat national, dans le bureau exécutif du Parti socialiste, à écouter les uns et les autres. Il prend toute sa part de l'élaboration intellectuelle et programmatique qui va conduire du programme Changer la vie en 1972 aux 110 propositions du candidat à la présidence de la République en 1981. Il ne se dérobe à aucun des débats, des discussions passionnées et parfois même des conflits qui animent ou parfois agitent la vie du Parti socialiste. Mais il est aussi partout sur le terrain, à animer des réunions dans le moindre canton. Jean Glavany le sait par expérience. Il est au cœur des débats nationaux, au sein de la gauche et contre la droite, au Parlement comme dans les médias. Il est actif sur la scène internationale. Il fait les voyages nécessaires. À partir de 1975, je l'accompagne comme secrétaire international et numéro 2 en Union soviétique, en Amérique latine, en Algérie, en Israël ou en Chine, et bien sûr en Europe. Je le vois dans l'international socialiste
séduire un à un les grands leaders sociaux-démocrates qui, au début, étaient plutôt méfiants. En France, il attire, il choisit, il entraîne, contribue d'une certaine façon à former des cohortes de jeunes gens et de jeunes femmes, plutôt des jeunes hommes, il faut bien dire, à l'époque, les femmes commençant simplement à pousser du pied la porte. Et ceci dans les villes, dans les départements, dans les régions, comme au Parlement. Ces hommes et ces femmes qu'il choisit, ils conjuguent la culture militante, l'aptitude gestionnaire et, pour certains d'entre eux, la connaissance des rouages de l'État. Et donc les Français voient autour de François Mitterrand émerger une nouvelle génération politique dont ils commencent à se dire qu'ils seront peut-être aptes à diriger le pays. Parallèlement, François Mitterrand suit sans faillir une stratégie politique audacieuse, risquée même, mais au fond logique, qui est de rassembler les forces de gauche. Cela suppose de lever l'interdit de l'alliance avec le Parti communiste, mais aussi de se confronter avec sa direction. Il négocie donc avec d'autres le programme commun de gouvernement en 1972. À partir de 1975, quand le Parti communiste, inquiet de nous voir progresser, rompt l'alliance et ouvre une polémique contre nous, nous accusant faussement d'aller à droite, le PS lui résiste avec François Mitterrand et ne cède pas à ceux, y compris parfois dans son sein, qui sont tentés par des changements d'alliance. Il proclame alors, ce PS, qu'il sera unitaire pour deux. Et nous gagnerons donc cette confrontation qui amènera le 10 mai. Pendant cette décennie de montée, François Mitterrand voit grandir sa stature chez les Français, dont il comprend et exprime les aspirations. Et sans cette transformation et cette affirmation d'un homme à l'échelle nationale, oui, le 10 mai non plus n'aurait pas été possible. Le deuxième temps que je voudrais évoquer, pour l'avoir connu également de près, c'est celui qui, de 1981 à 1988, illustre la conception du pouvoir de François Mitterrand et précisément la relation que le président élu entend établir avec sa majorité parlementaire et en particulier avec son pilier, le Parti socialiste. Le président, soyons-y attentifs aujourd'hui, interdit la confusion entre l'État et les partis, y compris le sien. Mais il ne veut pas être isolé dans les institutions dont il connaît le piège et la pente. Et il sait d'expérience que le Parti socialiste ne saurait être un parti godillot à la mode gaulliste UNR ou UDR. D'ailleurs, en novembre 1980, quand François Mitterrand m'avait proposé, lors d'un tête-à-tête rue de Bièvre, de lui succéder à la tête du PS, il m'avait dit « Si nous l'emportons, vous ne serez pas au gouvernement, mais vous serez associé à tout, et cet engagement, il l'a fidèlement tenu. » J'ai rencontré le président chaque semaine au petit déjeuner du mardi pendant la législature, puis plus discrètement pendant la cohabitation. Mais je n'étais pas le seul concerné. Pierre Joxe et moi étions à l'époque de jumeaux. Lui à la tête du puissant groupe socialiste qu'il tenait d'une main ferme, et moi à la tête du Parti socialiste qui le rejoignait chaque semaine au Parlement, à la fois écouté et respectueux du président du groupe. Les ministres ne pouvaient être membres de la direction du Parti socialiste, y compris ceux qui y avaient été, toujours au nom de cette séparation. Mais des échanges réguliers avaient lieu entre les deux premiers ministres qui se sont succédés, Pierre Mauroy puis Laurent Fabius,
quelques ministres choisis et le président de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires, plusieurs dirigeants du PS, dont le premier secrétaire. Pendant toute cette période, en dépit des difficultés, le Parti socialiste est resté un parti de militants vivants et dont la solidarité avec le président et les gouvernements a été librement consentie. Le Parti socialiste est demeuré uni. Aussi, pendant la cohabitation avec Jacques Chirac, le Parti socialiste a-t-il pu être en relation directe avec le président de la République, un instrument précieux dans la reconquête qui a conduit à la réélection de François Mitterrand à la tête de l'État en 1988. D'ailleurs, après 1995 et la disparition de François Mitterrand, François Hollande y faisait allusion tout à l'heure, le Parti socialiste a su conserver assez de force pour renouer avec la victoire aux législatives en 1997, puis en 2012, permettre l'élection d'un deuxième président socialiste, François Hollande. Aujourd'hui, on le sait, le Parti socialiste est plus faible, mais pourquoi ne pas espérer qu'il retrouve dans un futur que je ne saurais dater le chemin de la Renaissance ? Le troisième temps, c'est le dernier, et je serai beaucoup plus bref sur ce point. Merci. Je savais que je devais y être attentif. Qui va, pour moi, de 1988 à 1992, période pendant laquelle je suis le numéro 2 du gouvernement, j'ai pu vivre et observer comment s'établissaient les rapports au sein de l'exécutif sous l'autorité du président Mitterrand. Il est vrai que pendant le deuxième septennat, les relations étaient devenues plus distendues et plus difficiles avec le Parti socialiste et que le président de la République s'était sans doute, pour beaucoup de raisons, davantage replié sur l'Élysée. Mais en tout cas, que ce soit sous Michel Rocard ou sous Édith Cresson, en particulier dans une sphère de compétences qui était la mienne, l'éducation nationale, et qui était la première priorité du deuxième septennat, François Mitterrand ne s'immisçait jamais dans la machinerie gouvernementale. Bien sûr, le président se voulait comptable de ses engagements et fixait les grandes orientations, mais il ne court-circuitait pas les premiers ministres, en tout cas pas je n'étais pas d'accord. Il ne court-circuitait pas les premiers ministres et les laissait gouverner. Il respectait les compétences de ses ministres. Fort de ces indications que j'ai rappelées, je conclurai mon propos sur un sourire où je glisserai une pointe d'ironie. J'ai lu que l'actuel président de la République souhaitait inviter à l'occasion du 40e anniversaire du 10 mai 1981 les anciens collaborateurs du président François Mitterrand à l'Élysée. Sans doute, un certain nombre s'y rendront-ils, à juste titre, par courtoisie républicaine. Pour autant, à la lumière de ce que j'ai vécu, pour ce qui est de la manière dont se structure et agit le pouvoir d'aujourd'hui, tout rapprochement avec ce que François Mitterrand a fait hier ne pourrait résulter que d'un malentendu. Donc vous n'irez pas. Merci. Bernard Cazeneuve, alors vous êtes plutôt de la génération Jospin. Vous aviez à peine 18 ans le 10 mai 81. À quelques semaines près, je crois, vous n'avez pas pu voter. Néanmoins, que retenez-vous des deux septennats du président Mitterrand ? Bon, je vais peut-être, par souci de complémentarité par rapport à ce qui vient d'être dit par Pierre Jox et Lionel Jospin, vous n'entendez pas ? Est-ce que vous mettez votre micro parfait ? Oui, voilà, merci beaucoup. Je vais par souci de complémentarité par rapport à ce que viennent de dire
excellemment Pierre Joxe et Lionel Jospin, essayer d'apporter un témoignage un peu différent, pour des raisons qui tiennent à l'âge, qui est celui d'un jeune lycéen qui voit monter le Parti socialiste pendant la période où il est avec ses camarades dans des combats qui sont les combats de la jeunesse des années 70-80, et qui ensuite, la vie aidant, participe en cabinet ministériel assez jeune au deuxième septennat de François Mitterrand, mais très modestement. D'abord, je voudrais dire que dans les années 70, lorsqu'on est lycéen, on se trouve dans un contexte très différent de celui qui prévaut aujourd'hui lorsqu'on a 17 ou 18 ans. Il y a dans un très grand nombre de pays européens des dictatures d'extrême droite installées et qui conduisent des forces progressistes à vouloir légitimement les en déloger. Et parmi les lycéens, quand on est en première, en terminale, au lycée, il y a pour les combats de ces démocrates dans les pays de l'Europe où on essaie de faire en sorte que la démocratie succède à la dictature, énormément d'enthousiasme, de militantisme et de volonté de voir le cours des choses changer. Et lorsque dans un pays où un grand dirigeant socialiste est au pouvoir, un coup d'État vient lui retirer la responsabilité du pouvoir en instaurant une dictature qui, par la torture, l'autoritarisme, conduira des militants dans des stades à souffrir comme ils ont souffert, et que François Mitterrand prendra à ce moment-là la parole en vertu de l'amitié qu'il liait au président Allende, pour toute la jeunesse lycéenne de l'époque, ce sera une occasion à la fois de gravité, d'enthousiasme et d'engagement. Donc nous étions dans cette période très différente pour des raisons qui tenaient au fait qu'il y avait encore des combats puissants à mener qui étaient de nature politique et qui avaient quelque chose à voir avec le retour de la liberté. Nous étions également dans une période idéologiquement très marquée. Le monde était divisé en deux. La gauche, même si François Mitterrand, par la stratégie évoquée par Pierre Joxe et Lionel Jospin, a réussi à l'unir et à l'amener au pouvoir, était malgré tout divisé en des courants qui convergeaient, mais qui n'étaient pas issus de la même tradition et ne pensaient pas la même chose nécessairement sur tout. Et notamment sur le regard qu'il fallait porter sur ce qui se passait à l'est de l'Europe. Et on n'a plus à l'esprit aujourd'hui, mais moi je m'en souviens parce que ça me passionnait comme lycéen, les débats qui pouvaient exister entre les intellectuels, les prises de position de Sartre, celles très différentes de Raymond Aron, et puis la pensée qui existait encore, très présente parmi les lycéens, de Camus et d'autres auteurs, qui inspiraient un humanisme dont nous nous réclamions. C'était une époque. Et la personnalité de François Mitterrand, qui non seulement était une personnalité qui combattait pour le retour des libertés, partout où elle s'était remise en cause, était une personnalité qui avait quelque chose à voir avec la réflexion et les choses de l'esprit. Et moi, je ne peux pas ne pas avoir en mémoire, parce que ce fut déterminant dans mon engagement politique à l'époque, le contenu des textes qu'il nous donnait à lire et qu'il avait écrits, L'abeille et l'architecte, Tapaille et le grain, Ma part de vérité, et ces émissions où on le voyait présenter ses livres non sans fierté, généralement entouré d'un ensemble d'auteurs et d'écrivains qui eux-mêmes n'étaient pas parmi les plus mauvais de l'époque, et avec lesquels il se comparait avec modestie, parce qu'il était dans le regret de ne pas avoir pu être écrivain et de ne pas avoir pu concourir pour le prix Nobel, moyennant quoi il avait décidé de devenir président de la République. Il avait aussi songé à être pape lorsqu'il était plus jeune, mais avait à juste titre, à mon avis, renoncé à la carrière. Celle qui s'était présentée à lui était sans doute plus prometteuse que celle qu'il aurait pu connaître s'il avait décidé de persévérer dans la voie cléricale. En tous les cas, c'était tout cela, François Mitterrand. C'était cet esprit, c'était cette époque. Et pour nous, lycéens, s'engager derrière lui, avec lui, résultait du fait que sa personnalité nous inspirait. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, comme une petite contribution modeste et non provocatrice à l'époque où nous sommes. Lorsque François Mitterrand, en 1968,
se trouve confronté aux manifestations et aux grands mouvements de l'époque, qui est un mouvement de libération puissant, une aspiration de la jeunesse à un autre ordre des choses, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que Mitterrand apparaît au regard de ceux qui manifestent à ce moment-là, comme au regard de ceux qui parlent, comme un homme de la 4e République. Et je me souviens très bien, parce que j'étais fils d'un enseignant de la laïque, et qui recevait chez lui mon père, pas moi, j'étais trop petit. Enfin, j'étais déjà petit. D'ailleurs, j'en profite pour dire à Lionel Jospin et Pierre Jox que dans ma famille, nous étions petits et plutôt chauves. Et quand nous regardions Pierre Jox, Lionel Jospin, Jean-Pierre Cotte à la télévision dans les années 70, ça nous impressionnait beaucoup. Et c'était des arguments qui valaient tous les autres lorsqu'il s'agissait de nous faire envie et de nous convaincre. C'est une parenthèse. Mais je reviens à 68. Lorsqu'en 1968, les événements se produisent, François Mitterrand est un peu décentré par rapport à ce qu'est l'esprit de l'époque. Et pourtant, 3 ans après 68, il fait le congrès d'Épinay avec la stratégie qu'on vient de dire. Pourquoi ? Parce que François Mitterrand avait une caractéristique qui est fondamentale lorsque l'on est de gauche et que l'on doit convaincre, parce que lorsqu'on est de gauche, on doit convaincre, on ne peut pas se contenter simplement de séduire. C'est qu'il avait suffisamment, lui, de conviction et de sens de l'État pour pouvoir s'ériger au-dessus de ce qu'était la doxa, ce qui apparaissait comme l'idéologie dominante ou la tendance dominante du moment, pour dire voilà quelle est la direction. Et si en 68, il est confronté à ce mouvement et que 3 ans après, il parvient à créer le Parti socialiste, c'est parce qu'il avait une manière de poser le regard à un certain niveau qui lui permettait de dépasser les contingences du moment pour regarder quelle était la direction dans laquelle il fallait s'engager. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné chez François Mitterrand, avant la conquête du pouvoir et pendant les 2 septennats, c'est le fait que cet homme avait un sens de l'État, une très bonne connaissance des psychologies, très important, une excellente connaissance des territoires dans la diversité de ceux qu'il y avait implantés. Pierre Jox a rappelé quelle avait été la stratégie à l'époque, une très grande sensibilité à la relation tellurique qu'il entretenait avec le pays. Je crois, Gilbert, qu'il utilisait lui-même cette expression, une relation tellurique, qui l'a conduit à incarner une conception du pouvoir et de l'État qui doit là aussi nous servir de leçon. Parce que lorsque l'on est de gauche et qu'on veut exercer le pouvoir, il faut bien entendu avoir des principes et des valeurs, c'est fondamental et essentiel. Il faut avoir des convictions, mais il faut aussi avoir une certaine conception de l'exercice du pouvoir et de l'État, c'est-à-dire être capable de s'ériger, de s'élever au-dessus d'un certain nombre de contingences pour ne jamais perdre de vue la direction. Et François Mitterrand fut comme d'autres responsables socialistes. François Hollande, et là, il a eu son lot d'épreuves. Confronté à des difficultés très grandes, celle d'une crise au début de son septennat, qui expliquait peut-être des raisons pour lesquelles il avait été élu. La gauche arrive toujours lorsque la droite a échoué à régler les problèmes du pays, après avoir convaincu. Mais François Mitterrand a réussi au début des années 80 à régler toute une série de problèmes qui ne l'avaient pas été auparavant. On parlait tout à l'heure de l'inflation, de la modernisation de l'économie, de la libéralisation des ondes, de l'ouverture de façon extraordinairement imaginative et stimulante de la politique culturelle de notre pays, de la transformation des territoires avec la décentralisation. Et il a porté la démonstration que lorsqu'on est de gauche et que l'on sait diriger l'État parce qu'on a le sens de l'État, on parvient à engager des mouvements de transformation qui restent et qui demeurent. Enfin, je voudrais conclure mon propos sur un dernier point qui est d'ordre plus personnel, enfin qui renvoie davantage à la personnalité de François Mitterrand qu'à ses convictions et à son art de l'exercice du pouvoir. C'est sa relation aux autres. Nous vivons dans une période
qui me donne le sentiment, dès lors qu'il s'agit des affaires politiques, ou la fidélité, ou la loyauté, ou le souvenir de ce que l'on doit à son organisation politique, ou le souvenir des combats de ceux qui furent obligés de retrousser les manches pour gagner des villes, gagner des cantons, gagner des régions, gagner des circonscriptions, est considéré comme normal. Et où finalement, on finit par oublier ce que l'on doit à certains qui ont conduit des combats difficiles et qui parvinrent parfois, souvent, à les gagner de haute lutte parce qu'ils avaient du talent. Eh bien, François Mitterrand n'était pas un homme sans mémoire. Et c'est parce qu'il n'était pas un homme sans mémoire qu'il était un homme qui avait le sens de l'amitié, des relations personnelles, et qui ne laissait jamais sur le bord du chemin quiconque avait contribué à un moment donné à construire avec lui une grande œuvre. Eh bien, la politique, c'est aussi cette fidélité, c'est aussi cette loyauté, c'est aussi ce sens de l'action collective. Et si nous avions quelque chose à retenir de François Mitterrand, c'est aussi cela, dans cette période où nous voyons souvent la malveillance, l'égotisme, la déloyauté, l'oubli de ce que furent les contributions des autres qui nous ont précédés. C'est cet héritage-là dont j'aimerais aussi, puisque je suis, je crois, avec Anne, l'un des plus jeunes, et donc, par conséquent, l'un de ceux qui ont le moins vécu cette grande ascension, et je le regrette parce que j'aurais aimé vivre aussi cette formidable aventure. J'aimerais qu'on se souvienne de ce que fut François Mitterrand comme personnalité politique, parce que son exemple demeure présent, vivant pour tous ceux qui ont envie aujourd'hui de reconstruire. Bien, alors nous avons la chance d'avoir les deux seuls chefs de cabinet que François Mitterrand avait à côté de lui à l'Élysée. Donc Jean Glavany, qui était chef de cabinet de 1981 à 1988, et Madame Marc, qui l'était de 1988 jusqu'à 1995. Jean Glavany, vous aussi, votre rencontre avec François Mitterrand, semble-t-il, ressemble à une sorte de déclic, de coup de foudre, d'emballement. Le premier secrétaire du Parti socialiste vient vous soutenir aux élections cantonales en 1979, et 2 ans plus tard, vous êtes l'un de ses plus proches collaborateurs. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'a été ce déclic, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé si près de lui au bout de 2 ans. Et ça a même été plus déclic que ça encore, parce que ça a été au bout de quelques jours. Par l'entreprise de 2 hommes qui sont d'ailleurs à cette tribune et qui ont été mes parrains. Ils s'en souviennent peut-être pas si, parce qu'on en a parlé ensemble, mais il se trouve que effectivement, j'étais le secrétaire de la section d'une ville de la banlieue parisienne, ici les Moulineaux, qui avait été longtemps un fief de social-démocrate, mais qui était devenu un fief de la droite et qui l'est toujours d'ailleurs par l'entremise d'un certain Santini, qui déjà se présentait à l'horizon. Donc j'étais candidat aux élections cantonales et comme je travaillais au groupe socialiste de l'Assemblée nationale sous l'autorité d'un des prédécesseurs de Pierre Joxe, Gaston Defferre, puisque c'était avant 80, et j'étais assistant du groupe, recruté dans un jury constitué de Pierre Joxe, André Chandernagor et Jacques-Antoine Gault, si je ne me trompe pas. Bref, j'arrive à faire passer un message au premier secrétariat pour dire que j'aimerais bien que François Mitterrand vienne me soutenir dans cette élection cantonale, ce qu'il fait. Évidemment, pour moi, jeune militant de quelques années quand même, déjà secrétaire de section, c'est le summum de la gloire que de recevoir le premier secrétaire, le chef de la gauche et de l'opposition. Belle réunion qui n'a évidemment, dans ce fief de la droite en devenir, rien changé au résultat qui m'était promis.
Mais il y a eu un autre résultat, c'est que le lendemain matin, petit déjeuner de François Mitterrand avec Pierre Joxe et Lionel Jospin, il dit mais ça fait des années que je vous demande un collaborateur pour moi au sein du Parti socialiste. Et l'un et l'autre répondent mais je ne comprends pas, nous ne comprenons pas, tous les collaborateurs du Parti socialiste sont vos collaborateurs. Alors il se fâche en haussant les épaules, en disant mais vous ne comprenez pas ce que vous voulez dire, ce que je veux dire, j'en veux un pour moi seul, pour faire mon courrier, recevoir des gens, m'accompagner, etc. Et très bien disent Lionel Jospin et Pierre Joxe, ils disent dites-nous qui vous voulez, on recrute. Que pensez-vous du petit Glavany ou du jeune Glavany que je suis allé soutenir hier soir? Et comme l'un et l'autre me connaissaient, et à l'époque ne pensaient pas encore trop de mal de moi, ils ont validé l'idée, et 2-3 jours après, j'étais convoqué rue de Pièvre. On est donc en février 79, dans le pigeonnier, qu'on appelait le pigeonnier, le bureau de la rue de Bièvre, où j'entends cet homme me dire « Accepteriez-vous de travailler pour moi ?» Évidemment, vous imaginez les tremblements qui animaient mon corps, et j'ai déposé plein de questions, assez saugrenues d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles. Et quelques jours après, je commençais au siège du Parti socialiste. Donc j'ai commencé à travailler. En fait, j'ai travaillé presque 10 ans avec lui. J'avais le titre de délégué général auprès du premier secrétaire du Parti socialiste pendant un peu plus de 2 ans. Et ensuite de chef de cabinet à l'Élysée. Ce qui fait que j'ai vécu à la fois pendant 2 ans et demi cette période auprès du premier secrétaire qui était une période extraordinairement enivrante de montée vers le succès. Et en même temps, comme l'ont dit Pierre Joxe et Lionel Jospin, de travail formidable. Le Parti socialiste était un parti puissant, organisé, très au travail, très ouvert sur la société. Et il avait à sa tête des dirigeants qui étaient très engagés, très organisés aussi, et un chef, François Mitterrand, que j'ai eu le privilège, c'est peut-être j'ai passé 10 ans à ses côtés, puis je l'ai connu quasiment jusqu'à sa mort, parce que je l'ai vu quelques semaines à peine avant sa mort. Mais peut-être les 2 années les plus enthousiasmantes pour moi, c'est ces 2 ans et demi de fin 79, 80, 81, où j'ai sillonné la France avec lui. On était tout seuls. Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas d'avion privé, ou très peu. Et on allait de fête de la Rose en fête de la Rose. On allait d'élection partielle en élection partielle, cantonale, municipale, législative. On est parti pendant plusieurs semaines pour les législatives après les sénatoriales de septembre 80. Et là, j'ai vu un homme à la fois à la tâche, sans retenue, pour sillonner, pour labourer le parti, et pour être au contact de ses militants et de ses responsables du Parti socialiste qui étaient de son aventure collective. Et là aussi, je rejoins ce qu'ont dit Pierre Joxe et Lionel Jospin, cette aventure collective était quelque chose de fondamental pour lui. Il avait décidé, avec d'autres, mais il en était le principal animateur, de construire un parti fort. Et ce parti fort a été, de sa fabrication avec d'autres, je le disais, mais un élément central de son succès. Et quand il est élu, donc évidemment je le suis dans cette campagne, j'ai ce privilège exorbitant de lui annoncer sa victoire, l'hôtel du Vieux-Morvan. Petite anecdote, puisque quand j'apprends par un coup de fil de Lionel Jospin et de Paul Quilès, Lionel, moi j'étais dans la chambre numéro 15, la main sur le téléphone de la ligne directe qui était branchée avec le parti pour savoir le résultat. Et à 18h30, Lionel me dit, tu peux dire à François Mitterrand qu'il est élu, que tous les instituts de sondage et les bureaux de vote test le donnent gagnant. Je descends précipitamment. Heureusement qu'il y avait un étage, sans doute j'aurais pu y laisser mes os. Et je m'approche de lui. Il était en train de parler à un groupe de personnes, dont Yvon Levaille, journaliste. Et il leur parlait d'un sujet que beaucoup d'ici connaissent, de la forêt du Morvan. Tirade que nous avons entendue quelques fois, Gilbert, en tout cas moi, un paquet de fois. Forêt de lumière, de hêtres et de chênes, malheureusement remplacée par une haie résineuse, c'est-à-dire une forêt noire, à cause de la loi du profit. Là, j'en profite pour répondre à Pierre Joxe. François Mitterrand, certes, il s'est élu domicile dans les Landes, à Latch, mais à Latch, c'est des chênes qu'il plantait, et pas des pins. Mais c'était un petit détail. Et donc,
et je le laisse finir parce que je n'ose pas interrompre, parce qu'on n'interrompait pas François Mitterrand quand il parlait, surtout quand il parlait de la forêt du Morvan. Et finalement, il se tait et je me penche à son oreille et je lui dis, répète mot pour mot ce qu'on m'avait dit Lionel, et son visage est là, et quand j'ai fini, je ne vois pas une ride bouger sur son visage, pas l'expression d'une émotion, d'un contentement, une maîtrise très impressionnante que nous avons connue tout au long de sa vie politique. C'était très rare qu'il exprime une émotion comme ça. Il gardait tout pour lui à l'intérieur, même si de temps en temps on pouvait quand même discerner les choses. Et il s'est tourné vers moi, il a dit « Bon, nous verrons ça plus tard ». Et il reprend son raisonnement sur la forêt du Morvan. Et là, Yvan Levaille, qui a été un peu grossier, je dois dire, mais c'est un ami, il a dit « Mais on s'en fout de la forêt du Morvan, dites-nous ce que vous a dit le jeune Glavany, qu'il avait compris que... » Et donc j'ai vécu tout ça. Et ce que je voudrais dire pour revenir au parti, c'est que quand, après le 21 mai, le 10 mai, il est donc élu, je raconte l'histoire, et puis le 21 mai, on reçoit lors du déjeuner officiel à l'Élysée, aucun d'entre nous ne savait ce qu'on allait devenir. Il ne nous avait pris aucun engagement, ni pour des futurs ministres, ni pour des futurs collaborateurs. Et on apprend donc le lendemain que Pierre Mauroy va être Premier ministre et Pierre Bérégovoy va être secrétaire général de l'Élysée. Et on reçoit au déjeuner officiel du 21 mai à l'Élysée, où nous étions quelques-uns, 200 de personnalités venues du monde entier, de la famille, des élus de Bourgogne, de la Nièvre en particulier. On reçoit des petits cartons en nous disant veuillez vous rendre dans le bureau du président demain matin, 9h. C'est une date historique, cette date du 22 mai à 9h, parce que c'est la seule réunion de cabinet que François Mitterrand ait présidée. Il détestait les réunions en général. Les réunions de cabinet, il y a d'autres collaborateurs comme Anne ou Béatrice qui ont été ses collaborateurs. Donc cette réunion, nous étions 10 dans son bureau. Je faisais les comptes, 5 d'entre eux sont morts maintenant. François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, André Rousselet, Jean-Claude Colliard et Michel Charasse. Et les 5 autres vivants encore, Jacques Fournier, Hubert Védrine, Michel Vauzel, Nathalie Duhamel et moi. Et quand il m'a annoncé, enfin qu'il nous a annoncé aux uns et aux autres ce qu'on allait faire, et qu'il m'a annoncé que j'allais être son chef de cabinet, et il me définit en 2 phrases ce qu'on allait faire, et puis il insiste et il me dit, et je vous demande de veiller particulièrement, Jean Glavany, puisque vous faisiez déjà ça au siège du parti, à veiller à associer en permanence le Parti socialiste, ses fédérations et ses élus au travail que nous allons faire. Bien sûr, je le ferai moi-même, mais je veux que dans le quotidien, ce lien permanent soit un lien opérationnel et la tâche était très précise. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que, effectivement, comme l'ont dit Pierre et Lionel, ce Parti socialiste qui était le nôtre était à son image, c'est-à-dire très au travail, très à l'écoute de la société, très organisé et très associé à l'exercice du pouvoir du début à la fin. Et je dois le dire comme collaborateur du président de la République, j'ai vécu un autre moment d'exaltation, c'était la cohabitation 86-88, parce que c'était d'abord un jeu de droit constitutionnel illustré au quotidien, de démonstration magnifique, et parce que c'était un jeu de go ou d'échec dans lequel François Mitterrand était orfèvre, et peut-être et surtout parce qu'à l'époque, ce que j'ai appelé le dispositif socialiste, qu'on appelle entre nous le dispositif socialiste, le pouvoir exécutif de François Mitterrand, le pouvoir du parti de Lionel Jospin, le pouvoir du groupe de Pierre Joxe, a été probablement de l'histoire du Parti socialiste que j'ai connu le plus efficace et le plus solide politiquement. Et c'est pourquoi ce dispositif est aussi à la base de la réélection de François Mitterrand en dehors de ses qualités propres. Voilà, j'ai livré quelques réflexions personnelles, mais aussi des leçons que j'en tire. Merci. Donc, Béatrice Mar, autre chef de cabinet à l'Élysée. Alors, vous avez eu des missions particulières et importantes. C'est vous qui avez organisé la soirée du 10 mai à la place de la Bastille. C'est vous qui avez organisé aussi la cérémonie d'investiture. Non, c'est pas vous. Bon. Et puis on m'a dit,
mais bon, vous allez nous le confirmer ou pas, que c'est vous qui avez organisé les obsèques de François Mitterrand. Donc je vous pose les mêmes questions qu'à Jean Glavany. Qu'est-ce qui vous reste? Quels sont les souvenirs qui vous restent de cette période? Excusez-moi, sachant que vous étiez quand même, vous avez été ensuite dans la Nièvre comme sous-préfète, donc il y avait une proximité avec François Mitterrand. Voilà, vous nous expliquez tout ça, s'il vous plaît. Oui, j'étais effectivement sous-préfet de Château-Chinon, sous un ministre très sérieux et dont j'avais très peur, qui s'appelait Pierre Jox. Voilà. Mais je voudrais revenir quand même sur, vous avez dit pour d'autres intervenants, quel a été le déclic? Et moi, je voudrais dire quel a été mon déclic. Car je suis issu d'une famille bourgeoise, petite bourgeoise de droite, du 16e arrondissement, et Anne en sait quelque chose. Et donc, on était quand même assez loin de la gauche, du socialisme, même si, et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Bernard, parce qu'on n'a pas un si gros écart d'âge que ça quand même, j'étais effectivement dans le même état d'esprit. Et c'est en entendant le résultat de 1974, où on est passé quand même pas si loin que ça. Et là, j'ai eu la honte de ma vie, car je n'étais pas inscrite sur la liste électorale, alors que je venais d'avoir 21 ans, donc j'aurais dû voter en 1974, et je ne l'ai pas voté. Et ça a été ma honte, et donc je me suis précipité le lendemain au Parti socialiste pour adhérer et pour devenir utile. Alors, il se trouve aussi que mon frère, qui m'avait fait aller dans la première réunion politique à laquelle je sois allé, c'était une réunion du Parti socialiste unifié dans le 16e arrondissement, et l'intervenant, l'invité, était un jeune homme brillantissime qui s'appelait Michel Rocard. Et moi, c'était en 67, en disant quelques années avant. Et en sortant, je dis à mon frère, j'ai rien compris. Il me dit, c'est normal. Personne ne comprend rien à ce que dit Michel Rocard. Je ferme la parenthèse. Donc j'arrive au Parti socialiste et mon frère était dans une petite entreprise. Ça commençait les entreprises de conseil en organisation qui s'appelait Geste et qui avait notamment aidé les LIP, qui avait aidé au plan de mise en place de la coopérative LIP. Et donc on me fait rentrer là et je rentre au secrétariat de Pierre Mauroy et Marie-Jo Pontillon, dont certains se souviennent ici peut-être, qui était la rédactrice en chef du Point et la Rose. Et donc je commence par des piges au Point et la Rose. Et puis de fil en aiguille, je suis embauchée comme permanente, on disait à l'époque, du Parti socialiste. Et la première fois que je vois véritablement François Mitterrand, c'était à l'automne 76, car comme vient de le dire à l'instant Jean et d'autres l'ont dit avant lui, tous, vous l'avez dit, le Parti socialiste travaillait énormément à cette époque-là. Et il y avait des conventions thématiques à raison de une par mois, sur tous les sujets, la culture, avec François-Régis Bastide, etc. Et il y en avait une sur, évidemment, les droits des femmes, parce que c'était déjà un sujet à l'époque. Et donc je me souviens de cette convention sur les droits des femmes qui s'est tenue au 101 rue de l'Université, au 3e sous-sol. Et alors, chose rarissime, dans la salle, il n'y avait que des femmes. Que des femmes. Et François Mitterrand était le seul homme assis à la tribune avec, évidemment, Yvette Roudy, notre première ministre, son nom m'échappe à l'instant, Édith Cresson, bien entendu, Edwige Javis, qu'on a vu sur des photos tout à l'heure, etc. Et moi, j'étais chargé d'organiser, puisque je travaillais avec Jean-Pierre Weben, pour ceux qui s'en souviennent, qui était le secrétaire général à l'époque, après on a supprimé le titre, du Parti socialiste. Et le président m'appelle, fond de la salle, parce que Jean-Pierre Weben, comme beaucoup d'hommes, était parti, il trouvait que c'était long, les femmes parlaient trop, etc. Il m'appelle, il me dit, j'aperçois Georges Sarr dans la salle, est-ce que vous pourriez lui dire de monter à la tribune? Alors, Georges Sarr était, comme vous le savez peut-être, pas dans le courant de François Mitterrand, il était au CRS, dans le courant d'opposition. Donc je vais voir Georges Sarr, j'étais militant dans le 11e, à l'époque j'habitais le 11e, donc je connaissais bien Georges, et je lui dis, le président souhaite que tu montes à la tribune. Ah bon, me dit Georges Sarr. Oui, parce qu'il était tout seul. Tout ça pour dire que dès cette époque-là, François Mitterrand s'est intéressé au fait que les femmes n'existaient pas en politique, ou très peu. Je rappelle, et enfin, tout le monde le sait, mais que des années plus tard, il a été le seul, et encore à ce jour, à avoir nommé une femme première ministre. Voilà, donc ça c'était mon premier souvenir. Alors je ne vais pas faire
parler de tout parce que ce serait trop long, mais je voudrais juste une anecdote encore avant 81. J'étais chargé auprès de Paul Quilles, qui était le secrétaire national à la coordination à l'époque. C'était le trio infernal avec Lionel, Pierre et Paul, qui est désolé, je l'ai dit au maire du Creusot, il devait venir, mais il est souffrant, donc c'est pour ça que je parlerai aussi, je l'évoque, parce qu'il est toujours très actif par ailleurs. Et c'était en 77, fin septembre 77. Le président, là aussi, m'appelle et me dit il va y avoir une réunion très importante avec Georges Marchais et Robert Fabre, parce qu'il y avait le désaccord dont chacun se souvient pour préparer les élections législatives de 78. Et le président me dit est-ce que la salle Marie-Thérèse Ekem, je parle de la salle Marie-Thérèse Ekem du 7 bis place du Palais Bourbon, pas de celle de Solferino, est-ce que vous pensez que cette salle sera assez grande pour ces 3 délégations? Est-ce que vous pouvez l'arranger un peu? Bref, bon, voilà. Et on sait ce qui s'est passé dans la nuit du 22 au 23 septembre 1977, ça a été la rupture du programme commun. Voilà, donc c'est tout ça pour dire que François Mitterrand a été, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, était sensible à des questions peu ou pas évoquées. Là, c'est la question féminine en politique, à l'époque, il était très peu évoquée. Mais il était aussi très attentif aux détails, à la façon dont les choses devaient s'organiser. Alors, 80, effectivement, moi, malheureusement, je n'ai pas vécu cette période-là parce que j'avais eu un grave accident de voiture et à la surprise générale de tout l'hôpital de Clermont-Ferrand est arrivée une gerbe de sang rose rouge avec marqué de la part du président de la République. Et donc, je n'ai rejoint l'Élysée qu'effectivement beaucoup plus tard. Après, mais le président m'avait quand même demandé d'être effectivement sous-préfet de Château-Chinon, qui était sa ville, la ville dont il avait été maire pendant 15 ans, je crois, ou un peu plus même Gilbert, j'ai un trou sur le nombre d'années. Et donc, quand j'ai rejoint François Mitterrand, il m'a fait ensuite venir de Château-Chinon à l'Élysée. Je racontais tout à l'heure que j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Claude Colliard. Je ne sais pas si Jean s'en souvient. J'étais sous-préfet de Château-Chinon. À l'époque, on disait commissaire adjoint de la République. C'était plus joli, je trouve, que sous-préfet de Château-Chinon. Et donc, j'étais dans une réunion, puisque Dijon était la préfecture de région, bien sûr, elle l'est toujours d'ailleurs, enfin, de la région à l'époque, Bourgogne seule. Et on m'appelle, on me dit, le directeur de cabinet du président de la République vous appelle. Quand on est petit sous-préfet, pas tous les jours. Et c'était Jean-Claude Colliard qui me dit, est-ce que tu crois à l'harmonie des sphères? Je dis oui, bien sûr. Pourquoi, Jean-Claude? Eh bien, parce que le président aimerait que tu nous rejoignes à l'Élysée, non pas comme chef de cabinet, puisque Jean était chef de cabinet, mais il voulait remplacer un sous-préfet qui partait, qui s'appelait Cyril Schott, qui ensuite est devenu préfet. D'ailleurs, il partait pour être préfet, pour s'occuper de l'organisation de la maison Élysée, faire tourner. Il y avait quand même 800 personnes qui travaillaient dans cette maison et il fallait veiller à tout, à ce que ces choses se passent bien avec les ministères compétents. C'est d'ailleurs là que j'ai fait la connaissance d'Anne, quand je suis arrivé à l'Élysée en 87 ou en 88. Voilà. Alors après, les choses se sont enchaînées et donc j'ai effectivement... j'ai oublié de parler du 10 mai. Je vais terminer par là d'ailleurs. Mais on parlera du 10 mai. On parlera du 10 mai après, très rapidement parce qu'il ne nous restera plus beaucoup de temps, mais je vous poserai une question sur le 10 mai. Voilà, donc simplement pour dire qu'effectivement, il n'a eu que 2 chefs de cabinet, donc un homme, Jean, qui est là, et puis une femme, moi, pour le 2e septennat. Et toujours, et là je rejoins absolument ce qui a été dit par tous ici, il souhaitait absolument que le Parti socialiste et les militants socialistes ne soient jamais oubliés. Et pas un seul des 250 déplacements que j'ai organisés en 7 ans ne s'est fait sans que je ne ménage une rencontre avec la section socialiste de la commune où on allait. Il tenait aussi à aller saluer les maires dans leur mairie, qu'ils soient de gauche ou pas d'ailleurs. Ça, c'était autre chose. Mais il tenait absolument à ce que les militants socialistes, jusqu'au bout, qu'ils puissent avoir un moment pour les saluer, quelles que soient les circonstances. Et je termine par cette formule, puisque quelqu'un en a parlé aussi tout à l'heure, que certains connaissent. Il disait, pour faire de la politique, il faut 1, la santé, 2, la mémoire. Si en plus vous êtes intelligent, ça ne gâche rien. Un journaliste a dit un jour que vous étiez une femme dont la proximité professionnelle et affective était indispensable à François Mitterrand. Vous êtes d'accord avec cette...
Je ne peux pas parler à la place de François Mitterrand. Ce qui est vrai, c'est que dans la mesure où pendant la campagne de 81, j'avais été chargé auprès de Paul Quilès, qui était directeur de campagne, de l'organisation de tous les grands meetings, et qu'on avait fait ça de façon extrêmement précise, et tous les meetings de province se déroulaient de la même façon. Et c'est vrai que quand François Mitterrand me voyait, à l'entrée d'un meeting, il disait « Ah bon, ben ça va se passer, je sais exactement comment ça va se passer ». Alors c'est peut-être ça la proximité. Et effectivement, il lui est arrivé d'avoir des boutades à mon égard quand on partait pour Château-Chinon, puisqu'après, je me suis occupé, bien entendu, pendant tout le septennat de Château-Chinon. En partant, il disait Béatrice, j'espère que vous n'avez pas oublié vos cigares, parce que je fumais beaucoup à l'époque. Enfin, voilà, donc cette proximité, il devait l'avoir avec d'autres collaborateurs, mais c'est vrai que il y avait, moi, de mon côté, c'était une admiration sans borne, hein, même si parfois il pouvait nous arriver de ne pas être d'accord et de le dire, mais toujours avec un immense respect en tout cas. Bien, merci Béatrice Mar. Je me tourne maintenant vers Anne Lauvergeon, qui a la particularité, elle, de ne pas avoir fait de politique, de ne pas avoir été élue. Vous étiez le Sherpa de François Mitterrand pendant une période. Alors le Sherpa, c'est pas Anne Lauvergeon qui portait ses valises, mais simplement elle le représentait ou elle l'accompagnait dans les grandes réunions européennes ou internationales. Avec d'autres chefs d'État. Donc, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux septennats de François Mitterrand et qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors, deux septennats, moi, je l'ai connu que le deuxième. Le premier, je l'ai connu comme tous les Français et les Françaises. Je me souviens très bien, j'avais 21 ans le 10 mai 1981. J'ai vu à la télévision un crâne un peu chauve apparaître et j'ai dit, c'est pas vrai, c'est Giscard. Et alors là, pendant, oui, ça a duré 2 secondes, 3 secondes. Et puis, il est arrivé en entier, et c'était lui, hurlement. J'étais à Orléans, chez mes parents, j'ai 2 petits frères. On est sortis tous les 3 dans la rue en dansant. Donc ça, c'est vraiment le souvenir. Le deuxième souvenir, c'est le Panthéon. Je préparais l'agrégation de sciences physiques, j'étais rue d'Ulm. Et je suis sortie du labo. Il y avait une foule de plus en plus grande. Au fur et à mesure, on descendait. Il y avait une petite bruine. Bien sûr, j'ai foncé avec les gens. Il y avait une vieille dame qui était là et qui s'est mise à pleurer en me serrant dans ses bras. Et rien que d'y penser, c'était le... Alors, j'ai rien vu, hein. Je n'ai rien vu. Mais c'était une émotion, mais tellement forte, tellement grande, tellement... J'ai encore la voix qui tremble. Donc, le premier septennat, moi, je continue ma vie. Et en 1990, et c'est là où on voit comment François Mitterrand aussi trouve ses collaborateurs, il se trouve qu'un ancien collaborateur de l'Élysée, que je connaissais au ministère de l'Industrie, me dit, vous savez, il y a un poste qui va se libérer sur le commerce extérieur. Bon, c'est pas tout à fait votre profil, mais si ça vous intéresse, donnez-moi un CV et je le ferai passer. CV est parti à l'Élysée. Bon, je n'étais pas au Parti socialiste, je n'avais pas de piston. Et ils m'ont choisi. Il m'a choisi sur dossier. J'ai vu à l'époque Christian Sauter, Jean-Louis Bianco. Et je crois que j'ai compris après, il m'a expliqué qu'effectivement j'avais 3 avantages. Le premier, c'était que j'étais pas énarque. Il y avait un peu assez de trop d'énarques dans le paysage. Le deuxième, c'est que j'étais une femme. Et là aussi, il fallait plus de femmes. Et le troisième, c'est que j'avais un grand-père nivernais. Alors ça, c'était l'arme secrète. Qui fait que la première fois où je l'ai vu, je venais de rentrer à l'Élysée et moi j'étais terrorisée. Hein. Je passais le pont Alexandre III le matin en me disant, ils vont se rendre compte de la bêtise qu'ils ont faite. C'est affreux, c'est horrible. Je pensais être, comment dirais-je, j'imaginais le capitaine Dreyfus dans la cour, ils vont m'arracher, mais c'est affreux. J'ai passé 3 mois dans un état, bon. Et la première fois où je le rencontre, vraiment, S fonction, 15 jours après mon arrivée, c'est dans un voyage au Bangladesh. Et sa première question, c'est Madame Lauvergeon, j'ai bien connu votre père. Et j'ai dit non, mon grand-père. Alors là, déjà, ça classait, c'était quand même une erreur. Bon. Alors, mon grand-père, effectivement, avait été adjoint au maire d'une commune de la Nièvre qui s'appelle Saint-Didier.
Saint-Didier, 35 habitants. Donc, c'est dire, Pierre Jox le reprend dans son livre, d'ailleurs, il m'a expliqué après comment il faisait ses campagnes électorales. Il y avait une carte de la Nièvre, une visite, c'était une punaise d'une certaine couleur, 2 visites, c'était une autre couleur, et à la fin, la carte, entre 2 élections, devait avoir la 3e couleur affichée. Donc moi, je suis rentrée à l'Élysée vraiment chargée de mission au commerce extérieur, économie internationale, c'est vraiment le poste. Et puis j'ai senti qu'il m'envoyait des notes d'autres conseillers en me demandant, en mettant Anne Lauvergeon pour avis, FM. Bon, parce que tout se passait par écrit. Bon, pour avis, sur des sujets qui n'étaient vraiment pas les miens, donc où j'avais des avis ou pas d'avis d'ailleurs, hein, on ne peut pas avoir des avis surtout systématiquement. Et comme ça, j'ai eu le sentiment d'être testée. Alors au début, d'ailleurs, j'avais un gros problème. Il m'a fait venir plusieurs fois dans son bureau pour parler de telle ou telle question, ce qui était, paraît-il, un traitement assez exceptionnel. Moi, je n'arrivais pas à dire « Monsieur le Président ». J'étais élevée dans une famille où donner les titres aux gens, c'était... Non, ça ne se faisait pas. Donc, je n'arrivais pas à dire « Monsieur le Président ». Je ne me rendais pas bien compte, en même temps, moi j'étais jeune, hein, j'avais 30 ans, je ne me rendais pas bien compte du positionnement à avoir. Donc, j'étais assez directe, assez spontanée, ce qui ne devait pas être forcément négatif. Et puis il a décidé un jour, il m'a dit bon ben voilà, vous allez succéder à Jacques Attali, qui partait à la Berde. Et puis une semaine plus tard, il me dit non, enfin il me dit oui, vous allez être secrétaire général adjoint au départ de Christian Sauter. Je me dis ouf, je ne suis pas Sherpa, je vais donc être secrétaire général adjoint, ce qui est extrêmement difficile, hein, coordination de tous les conseillers sur les sujets intérieurs, économiques, sociaux, etc. Bon, déjà pour moi c'était extrêmement difficile. Et puis je le rencontre dans un couloir et il me dit alors, ça marche vos travaux de Sherpa ? Mais, Monsieur le Président, là j'arrive à dire Monsieur le Président, au bout d'1 an à l'Élysée, on y arrive. Monsieur le Président, non, vous m'avez dit secrétaire. Non, mais c'est les deux. Je dis, mais c'est pas possible, les deux. Jamais, je peux pas. Je peux pas remplacer. Non. Écoutez, vous le pouvez. Revenez me voir dans 1 mois. Vous n'avez pas commencé. Les travaux de Sherpa, c'est un peu saisonnier, là. Revenez me voir dans 1 mois et vous verrez, vous serez d'accord sur les deux. Je reviens 1 mois après, j'ai préparé mon dossier, je lui ai expliqué, j'ai trouvé des candidats Sherpa. Et il me dit, mais bien sûr, vous prenez les deux. Non, mais pas du tout. Non, pas de diplomate. Hein. Moi, je veux quelqu'un qui sait dire non, avec le sourire, mais qui sait dire non. Donc, non. Mais vous savez, à 30 ans, moi, j'étais ministre. À 30 ans, j'avais connu la guerre, j'avais été fait prisonnier. Enfin, franchement, vous voulez pas vivre, vous ? Bah si. Bon, écoutez, le seul sujet sur lequel j'accepterais que vous ne fassiez pas les deux, c'est effectivement si vous vouliez un enfant très rapidement. Ça, je comprendrais que ce n'est pas très compatible. Ce n'est pas le cas, c'est donc réglé. Donc, François Mitterrand, c'était quand même parfois la poigne. Hein, c'est-à-dire que même avec un caractère un peu trempé, je crois l'avoir, parfois vous aviez quand même le choix à moitié. En même temps, je dois dire, dans une liberté totale. C'est-à-dire que dans l'argumentaire qu'il m'avait donné, d'ailleurs, il m'avait dit, mais je dis, mais je vous rappelle, je ne suis pas au Parti socialiste, etc. Mais il m'a dit, est-ce que vous êtes systématiquement contre tout ce que je fais ? Je dis non. Ah, il me dit, ça me suffit. Et la liberté de penser, alors ça voulait dire également, quand on n'était pas d'accord, le lui dire en tête-à-tête, ou le lui dire par écrit, mais en tout cas, ce n'était pas susciter une polémique ouverte. La liberté de penser était absolument extraordinaire. Et c'était une des grandes forces, je pense, des collaborateurs à l'Élysée. Ce n'était pas du tout d'être homogène. Nous n'étions pas des clones, nous ne venions pas tous du même milieu, nous étions tous différents. Alors c'était parfois plus compliqué pour trouver des consensus, c'était parfois plus difficile pour élaborer des solutions. Mais quelle richesse! Quelle richesse que d'avoir des gens qui, effectivement, connaissaient toutes les sections socialistes par cœur, que d'avoir des gens qui étaient des communicants, que d'avoir des gens qui avaient un passé industriel. C'était effectivement un reflet de la France. Et ça, je crois que ça nous manque cruellement. Alors François Mitterrand, je dois dire que j'ai connu aussi François Mitterrand à partir de 90 et dans les difficultés.
Dans les difficultés, la cohabitation, qui est une cohabitation, cette fois-ci, où le Parti socialiste a perdu, je dirais, de manière extrêmement dure. Il reste une cinquantaine de députés socialistes, avec un Premier ministre qui, contrairement à Jacques Chirac, ne va pas s'opposer de manière très frontale, mais va essayer de contourner absolument tout, jouer la constriction systématique, qui en même temps va faire des erreurs signalées à chaque fois, loi Fallou, le SMIC jeune, etc., qui vont marquer peu à peu, effectivement, son déclin. Mais à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit quel est le président dans un an, 6 mois avant les élections présidentielles de 1995, qui eût pu donner le résultat. En tout cas, tous les médias vous expliquaient qu'effectivement, Édouard Balladur avait gagné, que les choses étaient absolument incontournables. On connaît la suite. Donc François Mitterrand, je l'ai connu effectivement dans ces années aussi difficiles sur le plan personnel, où la maladie, effectivement, l'a atteint, où il n'en a pas fait mystère, où il l'a partagé, et où, quelque part, sa relation très forte avec la mort, avec les morts, avec la bonne façon de mourir, ont été extrêmement présents. Alors cette relation avec la mort et les morts, elle est déjà présente dans la visite du Panthéon. Quel président de la République va visiter le Panthéon en venant d'être élu, va rendre hommage à un certain nombre de morts, lui-même, de manière discrète? Il était persuadé qu'on cultivait ces morts, qu'ils restaient présents si effectivement on les évoquait, on les sentait, on avait une pensée fréquente, voire quotidienne avec eux. Et cette façon de cultiver ces morts et derrière, de se présenter malade, a, je crois, été aussi quelque chose qui a fait éclater une forme de tabou dans notre société. Quand on est malade, quand on est mourant, on doit disparaître du paysage. On a inventé les EHPAD. Quelque part, les hôpitaux doivent cacher. Et lui, il n'a pas eu peur, au contraire, de montrer à la fois sa maladie et puis sa relation, effectivement, avec ses morts. Et sa grande question, ces deux grandes questions, c'était comment bien mourir et qu'est-ce qui se passe après. Et pour cela, de manière aussi systématique qu'il a organisé, je dirais, qu'il organisait le Parti socialiste et son arrivée au pouvoir, eh bien, il a fait des enquêtes auprès de gens qui peut-être pouvaient savoir. Qui pouvaient savoir? Les religieux, mais des religieux de toutes sortes de religions. Je suis venu avec lui voir Frère Roger à Thésée. Et les discussions avec Frère Roger, c'était passionnant. Avec des gens de religion protestante, de religion juive, de religion aussi orthodoxe. Il était très intéressé par l'orthodoxie, par les philosophes, par des gens qui ne croyaient pas du tout. Donc cette recherche, qui a été la recherche d'une vie aussi, ça montre que François Mitterrand, c'était à la fois quelqu'un d'extraordinairement organisé, et Dieu sait si à l'Élysée on le savait, et qui en même temps a organisé aussi sa vie, sa façon d'être, sa façon de penser, de manière tout aussi importante que la politique. Et cette façon, effectivement, de ne pas être entièrement dédié à une seule chose, ce qui fait d'ailleurs qu'en politique, quand on rate, je pense que ça doit être très dur, parce qu'effectivement, si on n'a que ça, c'est tragique. Lui a toujours aussi eu ses sentiers différents, cette recherche de spiritualité, on pourra dire de mysticisme. Et je dois dire qu'une des dernières, et je terminerai par là, une discussion que l'on a eue ensemble sur ses derniers vœux. Les vœux pour les Français étaient un exercice pour lui qui était extrêmement important. Il y passait 3, 4, 5 jours avant les vœux. Et comme toujours, c'était un papier, un crayon, et lui devant la feuille blanche. Et donc, comment écrire ses vœux? Qu'est-ce qu'il avait vraiment à dire aux Français?
Et ces derniers vœux où il parle aux forces de l'esprit, il avait fait une première mouture, une première phrase qu'il me montre. Et je dis, vous ne pouvez pas dire ça. Enfin, tout le monde va penser que vous êtes spirit. C'est pas possible. Et alors, on s'est un peu battu. Victor Hugo est passé par là, Léopoldine, Guernesey, tourner les tables. Bien sûr que je ne crois pas à tout ça, mais néanmoins, bon. Et il a trouvé cette phrase, et je m'en veux beaucoup parce que je ne me souviens pas, et je ne l'ai pas notée de la phrase d'avant, qui était certainement encore plus forte, alors que celle-ci a tellement marqué les esprits. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, the last but not the least, qui est caché par le rideau, je ne sais pas si vous le voyez ici, Gilbert Mitterrand. Oh, excusez-moi. Oh là là. Il y a deux Anne. Excusez-moi, je suis passé. Ouais. Excusez-moi. Bien, vous aviez 18 ans, vous, en 1980, vous aviez 20 ans. Donc, vous avez pu voter. Vous veniez d'une famille ouvrière. J'imagine que vous avez voté pour François Mitterrand. Qu'est-ce qu'a représenté à l'époque ce vote et comment vous avez vécu les 2 septennats de François Mitterrand? Qu'est-ce qui vous a marqué? J'imagine que c'est dans le domaine social, parce que vous êtes, je vais le rappeler, l'une des rares inspecteurs du travail. Inspectrice, oui. Inspectrice générale du travail. Paf. Paf. Non, mais merci. D'abord, c'est vrai que parler de François Mitterrand, que je n'ai rencontré qu'une fois, en 92, lorsqu'il est venu célébrer le centenaire de l'inspection du travail, c'est évidemment un tout autre registre que celui et les témoignages extrêmement forts que vous venez d'avoir. J'avais 20 ans en 81. J'étais étudiante en droit, je me spécialisais en droit du travail, j'étais passionnée par le droit du travail, je n'avais pas d'engagement encarté, mais dans ma tête, j'avais un engagement qui était évidemment d'essayer d'être utile, et notamment dans ce monde du travail, en faisant quelque chose qui redonne des droits aux travailleurs. Marqué par quoi? Par mon origine familiale, élevée par un papa ouvrier, immigré espagnol, une maman couturière, et surtout élevée dans le culte de la République et dans le fait que la gauche des réformes, est celle qui permet de faire progresser la classe ouvrière. Ça, c'est mon message familial, d'ailleurs un message très marqué par ce qu'avait été l'histoire de la guerre d'Espagne, un grand-père républicain espagnol, et en fait une guerre d'Espagne perdue contre des franquistes, mais aussi perdue par les divisions d'une gauche qui encore aujourd'hui a du mal, lorsqu'elle évoque par exemple la guerre d'Espagne, à se mettre d'accord. Et donc cette idée que par les réformes, par la loi, il y a là un espoir pour la classe ouvrière et mon héritage familial. Et dans cet héritage familial, la figure de François Mitterrand est bien sûr évidemment la figure qui structure, qui organise l'espoir de quelque chose qui peut changer, non pas par la violence, mais par la démocratie, par le vote. Et à l'époque, je suis évidemment, comme tous les jeunes de mon âge, bien avant, dès l'adolescence. C'est vrai que ce qu'a dit également Bernard sur ce qui s'était passé au Chili, voilà, tous ces combats de l'époque, des combats aussi écologistes de l'époque, évidemment, me structurent, me mobilisent. Mais je ne choisis pas d'adhérer à un parti politique par esprit de liberté et puis parce que j'ai l'impression de faire le taf d'un militant, mais différemment. Et donc, en mai 81, avec tous mes amis, on était tous de gauche, une jeunesse qui vraiment vivait avec l'idée qu'il y avait une espèce de chape de plomb sur nous, là, qui n'allait peut-être jamais se lever. Tous ces jeunes qui aspiraient évidemment à ce que la société respire, s'ouvre, à ce que les femmes prennent leur place. Tous ces jeunes-là, on a vécu, je crois, quand même, ce mai 81 comme quelque chose qui nous a libérés. J'étais avec
tous mes amis étudiants. On était, j'ai dit ça en rigolant tout à l'heure, mais c'était vrai, dans l'appartement d'un de nos amis à Lyon, puisque j'ai grandi à Lyon, et nous étions très, très, très nombreux. Quand évidemment on a vu ce visage et qu'après les quelques moments de frayeur du crâne chauve, on s'est rendu compte que c'était quand même François Mitterrand, ça a été l'explosion. On est tous passés par la fenêtre. En fait, on était au rez-de-chaussée, donc nous ne risquions rien. Comme quoi, on est capable aussi de grands débordements, mais en maîtrisant ses risques. Et donc, du coup, cette grande explosion de joie, qu'est-ce que ça a provoqué ? Moi, je voulais être inspectrice du travail. Voilà, j'avais cette idée en tête. C'était ma façon à moi de vouloir être utile. Et j'ai eu la chance de bénéficier en fait des premières grandes avancées, c'est-à-dire des lois au rouge et dans la salle. Et je lui ai souvent dit combien effectivement ces lois ont été fondamentales. D'abord, l'inspection du travail, qui reste très mal vue par tous les gouvernements libéraux. L'inspection du travail était plutôt heureusement valorisée par la gauche et les gouvernements de gauche, parce que c'était aussi une façon de faire vivre les droits des travailleurs dans les entreprises. Et j'ai bénéficié des concours exceptionnels, puisqu'à l'époque, il y a eu énormément de recrutement. J'ai pu bénéficier d'entrer dans cette profession qui me passionnait, et bénéficier et porter aussi témoignage de ce que le droit du travail changeait dans la vie quotidienne, concrète. Je me souviens d'ailleurs que ça n'était pas simple. Mon père, le 11 mai, lorsque ensuite il est retourné travailler dans son usine, il était syndicaliste et secrétaire du CE, le patron de l'entreprise avec lequel il avait des bonnes relations, très pacifiques, lui a dit, mais alors, il était apeuré, qu'est-ce qui va se passer ? Et mon père lui a dit, mais vous savez, en fait, on va discuter, ça va bien se passer, n'ayez crainte. Et en fait, oui, beaucoup de choses se sont très très bien passées, parce que donner des droits, ça n'est en général pas retirer des droits à d'autres. En tous les cas, dans ce domaine social, c'était évident. Donc, il y a eu toutes ces grandes avancées. Je me souviens aussi d'employeurs qui me disaient, et pendant que, parce qu'il y avait ces fameux cercles d'expression, les droits d'expression des salariés, le fait de dire que quand on rentrait dans l'entreprise, on n'abandonnait pas sa citoyenneté, on restait un citoyen qui pouvait exercer des droits, c'était des choses qui peuvent paraître aujourd'hui évidentes quand on les exprime, mais qui étaient quand même des conquêtes absolument impressionnantes. Et puis de voir aussi tout le mouvement social, le mouvement syndical qui, à côté du travail du Parti socialiste, très méthodique, de cette conquête organisée, structurée, préparée que vous avez évoquée, il y avait aussi les mouvements syndicaux qui ont accompagné, puis le mouvement des femmes et beaucoup d'autres énergies qui ont accompagné sans doute cette victoire de 81. Je pense aussi dans les éléments très très forts que je retiens de cette époque, les lois sur l'égalité, et notamment sur l'égalité salariale homme-femme, femme-homme. Et avec Yvette Roudy qui a porté cela. Moi là, j'étais jeune inspectrice du travail, je me faisais appeler inspectrice, tout le monde me disait mais enfin c'est pas beau inspectrice, ça fait la femme de l'inspecteur. J'ai dit ben non, maintenant on va dire que c'est l'inspecteur qui est le mari de l'inspectrice. Et donc faire avancer ces sujets-là, mais porter aussi dans les entreprises la question de l'égalité salariale, qui était quand même un sujet nouveau. Je me souviens de mobiliser beaucoup les comités d'entreprise, les syndicats, les chefs d'entreprise sur ces sujets qui ont vraiment changé la vie de millions de Françaises et de Français, notamment de ces catégories populaires. Et je veux revenir là-dessus parce que pour moi, ce chemin de vie, cette trajectoire politique de François Mitterrand, qui était évidemment celle d'un homme avec une force, une volonté, une incarnation absolument extraordinaire, ce n'était pas une aventure individuelle. C'est une aventure qu'il a construite avec et pour les gens. Et je crois que c'est aussi cette leçon de vie aujourd'hui que l'on peut retirer. Cette aventure-là qui amène cet homme à avoir le courage, y compris lorsqu'il y a des moments où on est au plus bas, à relever, à considérer que les idées,
Les idées sociales, les idées socialistes, des idées social-démocrates, pourrait-on dire aujourd'hui, en fait, sont des idées qui valent le combat, qui méritent le combat, parce que c'est un combat qui se fait collectivement. Il faut convaincre, oui, quand on est de gauche, il faut convaincre, parce que ça paraît moins évident que d'aller flatter l'égoïsme de chacun, qui est assez naturel chez chacune et chacun d'entre nous. C'est plus difficile d'aller chercher l'altérité, d'aller chercher ce qui peut se construire avec d'autres et pas contre les autres. Et il a montré, dans ce chemin de vie absolument exceptionnel, que oui, la fidélité, oui, le souci de l'autre était quelque chose de permanent. Et ce qui me frappe aussi chez lui, et je voudrais vraiment, avec la distance évidemment, puisque je l'ai connu à travers son image, à travers ses livres, à travers la représentation que je me suis moi-même construite, je pense que c'est quelqu'un qui a été lui-même, qui était authentique. Il n'a pas pris les habits d'un autre. Il s'est inspiré de tous les autres. Il avait des références littéraires. D'ailleurs, dans son approche, dans ses intuitions, ce que j'en vois là où je suis, c'est que souvent, d'ailleurs, le monde littéraire et le monde des artistes l'a au moins autant inspiré que tous ceux qui analysaient la politique et tous les politologues. Et je trouve que dans cette façon d'aller chercher son inspiration, bien sûr, dans le monde politique, dans le parti, dans les affrontements, la confrontation, dans la relation avec les journalistes, mais aussi dans la France, avec sans doute tous ces témoins avec lesquels il avait gardé une fidélité, qui était cette France très, très diverse, telle qu'on la connaît, mais avec laquelle lui avait justement ces relations directes qui lui permettent d'avoir une pensée par lui-même, qui lui permettaient d'avoir une pensée par lui-même, et finalement de faire de toute cette culture immense qu'il avait et de cette expérience quelque chose qu'il traduisait à travers son souci des Français. Je pense que ça, c'est aussi une source d'inspiration. En tous les cas, c'est un des messages forts que je veux retenir aussi de François Mitterrand. Merci. Merci, Anne Hidalgo. Donc, il est toujours derrière le rideau, Gilbert Mitterrand. Mais peut-être... On peut rocker. On va rocker. Bien, donc avec une relation bien évidemment particulière avec l'ancien président de la République. J'imagine que les souvenirs, c'est difficile de parler d'un souvenir parce qu'il y a une multitude de choses qui se sont passées dans votre vie au contact de François Mitterrand. Est-ce qu'on peut évoquer une période que vous avez particulièrement bien connue, bien vécue, puisque vous étiez à l'école notamment à Cluny, donc la période... Oui, la période risque d'être un peu longue maintenant, parce que je pense que j'étais le premier d'entre vous à le connaître. Et comme ça fait déjà plusieurs décennies, je ne voudrais pas, à la fin d'une table ronde où l'heure a déjà tourné, vous faire tomber tout le monde d'inanition, quoi. Donc, je retiens mon propos plutôt en style télégraphique, et par rapport à ce qui a été approché par les uns ou par les autres. D'abord pour remercier la ville du Creusot de nous accueillir en ce 9 mai, parce que le 9 mai, on a bien dit que c'était la veille du 10 mai, mais il faudrait quand même préciser que c'est le lendemain du 8 mai. Le 8 mai 1988, c'est-à-dire la deuxième élection présidentielle. Le 10 mai a davantage marqué, évidemment, puisque c'était l'alternance, etc. Mais enfin, en 88, on était beaucoup plus tranquille, c'est vrai, mais c'était quand même la fin d'une cohabitation. C'était donc 2 années difficiles qui ont tourné à l'avantage du président de la République, puisqu'il a été réélu. Mais si ce n'avait pas été le cas, la gauche au pouvoir n'aurait duré qu'une législature et non pas un septennat. Parce que les 86-88, bon, c'est pas franchement la gauche qui est au pouvoir. Bon. Donc 88 est quand même une date importante, quoi, puisque ça a permis de redonner 5 ans à la gauche, puisque ça s'est terminé de nouveau par une cohabitation.
Donc, ce 9 mai, c'est tout cela. Et puis, au passage, c'est le jour de l'Europe. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier l'image de François Mitterrand de celle de l'Europe. Mais on est là pour parler du 10 mai. Donc, ce 10 mai, personnellement, je ne le raconterai pas. Je suis passé à côté de tout. Hein. Je ne l'ai pas vu, quoi. Si, le soir seulement, mais dans une position de collaborateur malgré moi, puisque j'étais à Libourne, j'avais voté à Libourne, j'étais dans le train, à l'époque c'était pas des TGV, ça met longtemps à venir jusqu'à Paris, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas moyen de communiquer ou de savoir ce qui se passait à l'extérieur du train, donc le taux de participation, c'est quoi donc j'ai passé 4h30 de voyage à faire des hypothèses, et s'il y a tant de pourcents de report, et s'il y a tant de pourcents d'abstention, etc., pour arriver à peu près comme vous tous, rue Soulferino, à une attente un peu quand même incertaine des premiers résultats sortis des urnes, des urnes, vers 18h30, quoi. On ne peut pas être sûr de rien tellement avant. Donc j'étais comme vous, et je suis arrivé à la gare Montparnasse, et je suis allé rue de Bièvre et j'attendais avec 7 ou 8 copains à voir cet écran à 20h. Et je n'ai rien vu parce que à peu près vers 7h30, le téléphone commençait à sonner. Soit ceux qui posaient des questions. Alors, tu es au courant, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils disent les sondages, etc. Soit ceux qui savaient déjà et qui voulaient apporter des félicitations par anticipation d'une demi-heure. Enfin, la tête d'El Kabbach permettait quand même d'authentifier le... Bon. Et peut-être déjà, mais je ne voudrais pas être trop affirmatif, peut-être déjà quelques propositions ministérielles de postes. Enfin, c'était sympathique ces appels. Donc moi, j'ai pris systématiquement, j'ai fait le standardiste pour que quand le président allait revenir de Château-Chinon, il ait la liste de tous ceux qui avaient manifesté quelque chose. Bon, mais il est rentré à 2h du matin. Donc, je suis passé rue Solferino, mais vous étiez déjà tous partis à la Bastille, quoi. Presque tous. Je suis donc allé à la Bastille, mais l'orage était passé par là, il n'y avait plus grand-chose, quoi. Il y avait... Donc, je suis allé dîner quand même avec mes quelques copains. Je veux dire, sur le truc à côté, c'était Boulevard des Italiens. Manifestement, c'était peut-être pas l'électorat qui venait de gagner ce soir-là. C'était d'un tristounet, mais franchement, c'était même... on est vite rentré à la maison pour essayer de faire la fête entre nous. Et François Mitterrand et Daniel sont arrivés vers 2h du matin, c'est-à-dire le temps quand même de quelques embrassades, de quelques félicitations, plutôt même soulagement, quoi. Mais aussi le temps d'aller se coucher, parce que le lundi matin, les choses redémarraient fort, certainement, pour ceux qui étaient... qui était pour la première fois en charge de quelque chose au niveau donc d'une élection présidentielle. Bon, donc voilà à peu près mes souvenirs, donc qui n'intéressent personne sur ce plan-là pour le 10 mai, sauf que c'était quand même, ça changeait forcément l'horizon de l'organisation de la vie familiale. Mais comment essayer de faire dire que depuis tout le temps, il était quelque part un responsable politique à la maison. Donc depuis toujours, on a vu à la maison des rencontres, des discussions, des dîners, des repas, on ne se sentait pas dans un horizon tout d'un coup inconnu. Il était différent, mais il était finalement une suite logique des choses vues de la maison et vues par un petit enfant qui avait 30 ans quand même à cette époque, mais qui pendant les premières... Mon papa, c'est le plus fort, il va forcément gagner. Et il a gagné, c'est normal. Je veux dire, on ne s'évade pas forcément d'Allemagne, mais on y arrive, on gagne. Je veux dire, donc l'idée de victoire, elle était presque une concrétisation d'un parcours que moi j'avais vécu depuis 30 ans, où je n'ai vu à la maison beaucoup de vie, hein. Elle n'était pas que politique, hein. Je ne sais pas, c'est toi qui l'as dit, elle n'était pas loin de là que politique. Mais la politique était là. C'était pas du tout. C'était une relation donc qui faisait partie de la vie. C'était pas la vie. Et donc dans ces conditions, le fait d'avoir gagné en 80, c'était la réussite
de longs combats, souvent perdus, en tout cas qui créaient une atmosphère parfois, je veux dire, il n'en restait plus beaucoup autour de François Mitterrand. Donc resserrer les coudes, le côté un peu solidaire, un peu clan, un peu, hein, je veux dire, ça existait, quoi. Ceux qui venaient à la maison, ils n'étaient pas si nombreux. Alors, ce qui me permet de revenir un petit peu à cet rassemblement de la gauche. C'est vraiment pas quelque chose qui est venu naturellement. Faut arrêter le côté mythique. François Mitterrand rassemblait la gauche et c'était écrit, c'est normal, il a bien fait de le faire, et puis c'est passé tout seul, et puis que ça a abouti à la victoire. Ouh là là, ça c'est pas écrit comme ça du tout. Je vais dire, François Mitterrand, c'était le pestiféré de la vie politique en 59, 60, 61, 62, et de la gauche. C'était vraiment pas celui qu'on attendait. Hein. On n'allait même pas le chercher, loin de là, au contraire. Bon, à l'époque, évidemment, c'était le général de Gaulle écrasait tout, et puis à gauche, bon, les quelques noms qui survivaient, des anciens de la 4e, c'était Mendes. Enfin, il y en avait peut-être d'autres, mais je vais dire, on n'allait pas chercher François Mitterrand pour un sou à cette époque. Bon. Et quand on arrive en 65, les élections sont en décembre 65. Mais en juin 65, c'est l'échec de l'alliance avec le centre. Jusqu'en juin 65, à gauche, on ne pense qu'à une alliance avec le centre. Pas tout le monde, hein. Non, à gauche. Pierre a raison. Il y avait qu'un petit endroit de fendu, là, qui s'appelait la Convention des institutions républicaines, où eux, ils disaient qu'il fallait rassembler la gauche parce que c'était purement stratégique. Depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, il fallait quand même avoir une analyse politique et électorale de la situation, sinon la droite restait au pouvoir pour longtemps. C'était partagé quand même dans des clubs, c'était partagé dans des minorités de quelques partis, mais c'était pas la démarche. La démarche à l'époque, c'était la grande fédération, c'était Monsieur X, c'était l'alliance avec le centre. Il y avait peu de partis à gauche qui disaient il faut un rassemblement avec le Parti communiste. Ils n'étaient pas si nombreux, ceux-là, quand même. Et c'est l'échec, on va dire, de la tentative de Gaston Devers, enfin, en juin. Les élections sont en décembre. Finalement, le calendrier, en quelques mois, les choses peuvent changer, quoi. Bon. Et c'est en septembre 65 seulement que, devant un certain vide, c'est François Mitterrand qui avait pris quelques contacts avec Mendes d'ailleurs, qui disait lui-même qu'il ne voulait pas être candidat, qui avait pris contact avec le Parti communiste, qui disait si vous y allez, on présentera, de toute façon on présentera personne, donc que ce soit vous ou un autre, on s'en fiche à la limite. C'est le Parti socialiste, SFIO, pardon, qui finit par accepter François Mitterrand, mais dans le même temps, quand même, essaye de débaucher Antoine Pinet, hein, quand même. C'est pas écrit, quoi. Je veux dire, en septembre, c'est même pas écrit. Il y a un soutien à François Mitterrand, parce que personne, finalement, ne veut aller contre le général de Gaulle, dont tout le monde pense que ça va être une catastrophe électorale pour le candidat, les autres candidats. Et par défaut, il est candidat. On peut le dire, par défaut. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Mais il l'est. Bon, alors à partir du moment où il l'est, il y a 20 personnes dans un petit résidu rue du Louvre, 25 rue du Louvre, qui collent des timbres, il fallait voir ce que c'était que la campagne de 65. Il y a Claude Manceron qui a essayé de la raconter à travers son livre 100 000 voix par jour, mais c'était de l'artisanal au plus total, avec très peu de soutien, très peu de relais dans les départements et les régions, parce que François Mitterrand venait de nulle part, quoi. La Convention des institutions républicaines, c'était pas la structuration la plus forte du territoire en termes organisation politique, quoi. Bon. Donc, c'est dans ce cadre-là que, avec l'appoint de M. Le Canuet, en effet, de Gaulle est en ballottage. Mais la question qui se posait, c'était est-ce que François Mitterrand sera devant ou derrière le Canuet, hein. C'était plutôt devant. Mais enfin, moi, je peux te dire
que j'ai laissé une petite enveloppe dans une armoire du haut de mes 16 ans, où j'ai donné les scores, eh bien, parce que j'étais assez optimiste pour ça et que je n'y connaissais rien, j'avais mis 32%. Mais à l'époque, c'était plutôt vers les 25, 26 que chacun situait le score. Bon, voilà, ça, c'est des anecdotes personnelles. En attendant, il y a ce second tour. Évidemment, je veux dire, ça crée un élan. Et François Mitterrand est en situation d'avoir quand même, je veux dire, un leadership, quoi, quelque part à gauche, mais il n'a pas de structure par la Convention. Mais la fédération de la gauche, la GDS, se met en place et a des succès, aussi bien aux élections législatives de 67. Donc le mouvement qui est lancé en 65 se structure sous forme d'une fédération et a des résultats, parce que le mouvement de rassemblement, d'union, enfin en tout cas de démarche un peu commune, aboutit à 67, où il y a de vrais résultats électoraux aussi. Donc le rassemblement de la gauche prend racine dans la tête, en tout cas d'un peuple de gauche, qui se dit l'union fait la force, ou la force fait l'union. Enfin, en tout cas, ensemble, on va plus loin que... voilà. Et il a fallu 68 pour que les choses soient un petit peu contrariées dans le calendrier. Puis surtout, il y a eu le contre-exemple de 69. Je veux dire c'était le contre-type. Si on voulait expliquer que l'union de la gauche avait toute sa justification, c'était de le prouver par la désunion et voir le score de 69, où la gauche n'est même pas au deuxième tour, du coup, quoi. Bon. Donc, je pense que ça a fait réfléchir dans tous les partis, et dans tous les partis se sont retrouvés ceux qui ont pensé que retrouver le chemin d'une certaine union, quoi, rassemblement d'abord des socialistes, pour ensuite avoir un contrat de législature pragmatique, hein, avec le PC, et non pas attendre la fin d'un débat idéologique qui n'arriverait jamais. Cette démarche programmatique pour une législature, 73-78, eh bien, elle a permis donc le congrès d'Épinay, donc qui acte le rassemblement, le rassemblement et l'union de la gauche, qui ne passe qu'avec 51% quand même, hein, majorité, 51 contre 49. C'est toujours quand même limite, mais qui passe. Donc à partir de là, il y a le programme qui est écrit des socialistes, et puis il y a le programme commun en 73, je crois, oui, c'était 72, 73 plutôt. Enfin, alors le programme socialiste c'est 72 aussi, les deux la même année. Les deux la même année, d'accord. Donc ça se fait ça, 73 et 73. Alors 73, je me retrouve un peu bourguignon quelque part, puisque je rappelle pour tous ceux qui écrivent la biographie de Gilbert Mitterrand quelque part, hein, je veux dire, on m'a demandé de venir donner un coup de main à un copain du Beaujolais qui s'appelait André Soulier, qui venait d'être élu maire de Villers-Morgon, tout jeune maire de 71, dans une circonscription où le candidat ancestral des socialistes était le maire de Belleville, conseiller général, qui s'appelait M. Rosselli, et qui, lui, n'avait pas du tout accepté le programme commun. Donc, lui, il se présentait dissident. Enfin, comment dire dissident? Il se présentait comme il a toujours été présenté, mais il y avait un candidat de François Mitterrand. Et pour que André Soulier... bon, j'ai bien joué mon rôle d'utilitaire, quoi. Il fallait mon nom sur le bas de l'affiche, et je suis allé le faire. Mais c'était dans le Beaujolais, dans une région que j'aime, juste en face de la Regie-Solutré, à Villefranche-sur-Saône, où mes grands-parents avaient été principal du collège, mon grand-père. Ma mère y a fait ses études, donc moi je me suis retrouvé plutôt dans une ambiance sympathique, et on a été au deuxième tour. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on a ancré la stratégie François Mitterrand, Union de la gauche, du parti d'Épinay, dans des territoires où on ne pouvait pas gagner, mais où il fallait que cette idée s'impose, à la tradition, justement, qui n'acceptait pas trop de travailler avec les communistes, quoi. Donc, dans l'électorat socialiste, qui allait adouber, et très vite, c'est l'Union de la gauche qui a été plutôt soutenue, quoi. Bon. Donc ça validait un peu tous ces choix, et je crois ces choix ont été ensuite un petit peu contrariés encore avant 81. Le Parti communiste qui ne veut pas trop de l'actualisation, même pas du tout.
je ne vais pas parler du congrès de Metz, mais enfin même de l'intérieur, il y avait quand même des discussions sur la poursuite de cette stratégie. Et c'est 81 qui finit par l'emporter. Mais je dirais c'est à la force du poignet et des convictions que de l'intérieur les choses se sont forgées, mais surtout avec une formidable validation du suffrage et du peuple de gauche. Enfin, je sais pas, j'aime pas l'expression, mais comment l'appeler, d'un électorat qui était aspiré par cet horizon, cette démarche, cette espérance que ça soulevait. Rien que l'idée de se rassembler, donc d'être crédible pour une alternance, je veux dire, ça, c'était partagé dans les familles. Tu l'as dit, c'était partagé. Bon, et puis quand c'était un peu compliqué, parce que le Parti communiste et le Parti socialiste, à un moment, n'étaient plus tout à fait sur la même longueur d'onde pour l'actualisation du programme commun, l'électeur de gauche est passé par-dessus pour dire « nous, on veut l'union ». C'est ce qui a validé le choix, finalement, et qui a préparé la victoire de 81. C'en est arrivé là. C'est la rencontre, non pas d'un homme qui tout seul aurait forgé tout ça. Il y était, il avait fait cette analyse, il a essayé de la faire partager avec plus ou moins de succès, puis les événements autour de lui bougeaient, c'était pas linéaire. Bon, mais il a fini par porter cette démarche, cette idée, qui a été une espérance pour le peuple de gauche, l'électorat de gauche. Et ça s'est donc concrétisé à un moment ou à un autre en 81. Voilà. Après, c'est l'épreuve du pouvoir. On est dans un autre registre. Et là, chacun peut donner son analyse, mais on est dans une autre démarche. Ce qui fait que quand on parle de l'actualité, qu'on parle de le rassemblement de la gauche, bon ben, soyons objectifs, c'est pas naturel, ça vient pas tout seul, c'est pas une écriture comme ça linéaire, tellement logique, etc. Faut en effet la porter, cette idée, et faut ensuite lui mettre un contenu, lever une espérance, donc il faut bien trouver les mots qui correspondent à ce que les gens peuvent aussi espérer, de gauche, et ensuite il faut quelqu'un pour l'incarner, et ça, dire, quand il y a une bonne idée incarnée, il y a beaucoup de personnes capables de l'incarner. Voilà, mais il faut d'abord une bonne idée. Bien, merci Gilbert Mitterrand. On va s'arrêter là, on avait parlé du dîner, mais je terminerai juste sur un truc, puisqu'on est au pied de la Nièvre. Oui. Je veux dire, il faut aussi dire que l'idée de rassemblement de la gauche et l'expérience de rassemblement de la gauche, elle a quand même été très expérimentée dans la Nièvre pendant de nombreuses années, toutes ces années 60 finalement et 70. Donc le laboratoire rassemblement de la gauche, union de la gauche, la Nièvre a été un creuset formidable. Merci de cette précision. Bien, oui, j'avais dit qu'on parlerait du 10 mai, mais vraiment là, on a vraiment plus le temps. Je suis désolé, on va mettre un terme à ce premier débat de la journée.